Vous êtes une start-up avec un concept innovant. Vous avez une actualité liée au TIC que vous aimeriez développer? Rien de plus simple. Il vous suffit de nous écrire sur la page Facebook de l'émission Médiatique-6 Alger Champ 3. Médiatique, c'est avant tout votre émission et notre porte vous est toujours ouverte. Et avec un marché mondial qui avoisine déjà les 194 milliards de dollars, l'intelligence artificielle est en train de complètement bouleverser notre vie quotidienne en s'immisçant dans les moindres strates de l'activité humaine. Dans la santé, par exemple, certains algorithmes d'apprentissage arrivent à détecter une pathologie avec un taux de 87% d'exactitude, soit aussi bien, voire mieux qu'un médecin en chair et en os. Dans le monde de la presse, un article sur 3 aurait déjà une IA comme ghostwriter, sans oublier son impact sur la finance, l'architecture, la musique et donc l'entièreté de notre réalité. Et pour paraphraser la chercheuse Ava Martini, l'adoption massive de l'IA n'est plus une question de si, mais de quand et de comment. Quid de notre pays, donc? Où en sommes-nous et vers quoi allons-nous? Pour en débattre, nous vous proposons ce soir un plateau de choix, à commencer par vous, Dr Karina Amara, bonsoir. Bonjour. Alors, vous êtes maître de recherche au Centre algérien de développement des technologies avancées, le CDTA, et vous travaillez sur des solutions pratiques afin de mettre l'IA au service des enfants autistes. Bonjour, monsieur Menassar, bonjour, chers invités et chers auditeurs, auditrices. Marhaba bik, madame. Merci. À vos côtés, Cléa Moroche, bonsoir. Vous êtes architecte urbaniste, conférencier, éditeur, et vous avez mis au point récemment votre propre modèle d'intelligence artificielle. Vous nous expliquerez le pourquoi du comment dans quelques instants. Bonsoir tout le monde. Marhaba bik, Ekli. Fatma Zohra Chikou, bonsoir. Vous êtes titulaire d'un master en ingénierie des logiciels et vous êtes la fondatrice de Zolilat, ou comment mettre l'IA au service de la santé publique. Bonjour et merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Et enfin, et non des moindres, monsieur Hakim Soufi, bonsoir. Vous êtes le CEO de Maservi, vulgarisateur tech, et vous vous définissez vous-même comme un digital addict et enthousiaste. Bonsoir, bonsoir. On le sent déjà, l'enthousiasme. Ouais. Et enfin, nos trois chroniqueurs venus en force pour vous bombarder de questions. En l'occurrence, Lina Mezhoud, Salim Sharfawi et Jalal Bouabdallah. Alors, messieurs, dames, balle au centre. On va commencer par un peu de vulgarisation. L'intelligence artificielle, on en parle beaucoup. Mais qu'est-ce que c'est en fait? Je pose la question à notre mathématicien national, Salim Sharfawi. Merci Reda. Effectivement, donc l'intelligence artificielle aujourd'hui, comment on peut la simplifier? C'est tout simplement donc une technologie, d'accord, qui permet à l'ordinateur d'apprendre comme le cerveau humain peut apprendre de l'expérience. Donc aujourd'hui, donc on en a beaucoup de dérivés, c'est devenu accessible, donc c'est public, donc avec l'IA générative qui est aujourd'hui fait beaucoup de bruit déjà, qui est déjà accessible à beaucoup de gens. Donc c'est tout simplement donc des algorithmes qui sont là pour apprendre de ce que nous les alimentions en informations et en données, et en échange, ça nous donne une pseudo-intelligence ressemblant au cerveau, à ce que pourrait donner un cerveau humain. Alors pour l'instant, ça se rapproche plus des statistiques que d'une réelle intelligence en fait. Ça commence, en fait, les statistiques, oui, dans un premier temps, sauf que là maintenant, c'est en train de donner un soupçon d'intelligence, parce qu'il y a du raisonnement, il y a de l'échange, il y a de l'adaptation, d'accord, il y a de la créativité. D'accord, avec tout ce que quand on voit les plateformes comme Dali, etc. et tout, donc ils arrivent à créer des choses. Texto, images et tout, c'est impressionnant. Voilà, exactement. Donc effectivement, aujourd'hui, on a un petit peu dépassé le stade de statistique. Très bien, donc on va essayer de détailler l'implication et l'impact de cette IA sur notre quotidien. On va commencer par la santé, Jalal. Oui, tout à fait. Bonsoir à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on va discuter un petit peu des applications de l'IA un petit peu dans plusieurs secteurs, et on va commencer un petit peu avec l'IA dans le domaine de la santé. Et pour cela, on a deux éminentes personnes. Scientifiques, hein. Exactement. On a Madame Karina Amara, Dr Karina Amara, qui est avec nous. Et on a Madame Fatima Zahra Chikou, qui est l'une des détentrices d'un des brevets dans le domaine de la e-santé et surtout l'utilisation de l'IA dans la santé. Mais on va commencer avec Madame Amara. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à l'application de l'IA dans le domaine de la santé? Par rapport à l'application de l'intelligence artificielle, dans le domaine de la santé, elle peut varier. Donc,
de l'aspect, je dirais, administratif, donc d'automatiser les tâches administratives répétitives aux tâches de prise de décision, de diagnostic, même de formation médicale. Donc, par exemple, pour appliquer une intelligence artificielle à diagnostiquer ou bien à détecter des pathologies ou bien, par exemple, détecter des anomalies dans différentes parties du corps humain ou dans des organes humains. Il existe des méthodes qui ont prouvé leur efficacité et leur, je dirais, leur pertinence. C'est ce que j'ai dit en préambule. Parfois 87% de précision, c'est impressionnant. C'est même plus. En fait, les derniers chiffres que j'ai eus, c'est que maintenant, l'IA montre une précision de 94% dans la détection de maladies comme le cancer du sein, et elle surpasse même les radiologues humains. Et pour le cerveau, ça atteint les 98%. Donc, pour la détection de la tumeur cérébrale. Vous pouvez nous expliquer, en essayant de vulgariser pour nos auditeurs qui ne sont pas du domaine, comment ça fonctionne en fait? Comment ça fonctionne? D'abord, le processus commence par la collecte des données. Donc, on ne peut pas parler d'intelligence artificielle appliquée à la santé sans avoir une base de données qui est riche et qui est bien sûr étiquetée et labellée par nos radiologues, par nos spécialistes. Pour nous, autant que utilisateurs et acteurs d'intelligence artificielle, la disponibilité des données étiquetées, donc c'est le ground truth, c'est une condition d'existence. Donc d'abord on a les données, après on passe à la segmentation, donc à la détection et à la délimitation de la zone, donc de la tumeur cérébrale ou bien de la tumeur du sein, ça dépend la maladie ou bien la pathologie cible. Après, c'est au modèle, donc on passe à l'entraînement du modèle, tout en tenant compte déjà des données étiquetées. Donc, on doit spécifier les classes. Et après, on teste, on arrive à la phase de test, donc et les performances du modèle sont évaluées ou bien sont exprimées lors de la phase de test où on alimente notre modèle par des données déjà non vues. Donc, elles doivent être pas incluses donc dans le dataset d'entraînement. Donc, c'est là où donc, plus on le nourrit, en fait, plus il est précis. Exactement. Très bien. Salim. Moi, j'avais une question. Justement, vous avez cité donc l'importance d'avoir une donnée fiable, d'accord, de base pour démarrer justement sur cette création de différents modèles pour pouvoir justement les entraîner, etc. Et les tester par Moi, je reviens à cette donnée-là. Aujourd'hui, est-ce que en Algérie, parce que c'est ce qui nous concerne, et ce que vous faites un petit peu avec le CDTA, est-ce que vous arrivez facilement à fédérer en fait tous les acteurs, les professionnels de santé pour pouvoir vous fournir donc ou bien constituer une base de données fiable, qualifiée et bien segmentée pour pouvoir justement aller sur par exemple un de vos projets. Voilà. Donc c'est une question très importante, mais je profite par l'occasion de lancer un appel. Donc par rapport à la disponibilité des données. Nous, je peux citer l'exemple du Covid. Nous avons développé un modèle donc basé deep learning pour la détection et la segmentation des zones des lésions pulmonaires infectées par le Covid. Donc en pleine pandémie, nous sommes nous-mêmes, les membres de l'équipe IRVA au sein du CDTA, nous sommes rapprochés des centres d'imagerie. C'est vrai, l'accueil était là, ils étaient coopérants et tout, mais pour nous fournir des données segmentées, c'est une tâche fastidieuse. Je comprends parfaitement que le radiologue ne peut pas arrêter ou bien fermer son cabinet pour me segmenter des données. Ce qu'on a fait, on a utilisé des données publiques, donc disponibles sur le net, à savoir des données dans le cas du Covid, à savoir la base de données chinoise et italienne, et grâce aux techniques
d'intelligence artificielle, tels que le data augmentation, ça nous a permis d'augmenter et d'enrichir plus le dataset et de mieux entraîner le modèle. Et pour l'évaluation, une fois utilisé une technique de data augmentation, l'évaluation on doit prendre en considération le overfitting, c'est un petit détail technique. Donc en Algérie, on ne peut pas parler d'application d'intelligence artificielle sans passer par la numérisation. La numérisation, c'est la première étape avant même pas de penser, par exemple, à quelle est l'approche la plus performante ou bien quelle est la plus optimale. Donc la numérisation, c'est le module ou bien l'étape primordiale donc d'intelligence artificielle appliquée pour notre pays. Akili, tu voulais intervenir? Non, oui, mais c'est-à-dire que la base de données, quand elle provient de différents types de scanners ou de différentes marques, le rendu n'est pas toujours le même. Est-ce que l'intelligence artificielle arrive à détecter tout ça? Question. Donc, par rapport je dirais, le cas du Covid, donc l'appareil ou bien le scanner utilisé donc, dans le centre d'imagerie italien n'est pas le même que celui utilisé pour l'acquisition de la base de données en chinois. Donc, les techniques d'intelligence artificielle permettent de normaliser donc, et unifier soit la forme, la taille des images. Donc ça devient compatible. Exactement. Donc ça et même pour comparer, on peut pas utiliser des données hétérogènes. Donc elles doivent être dans la même taille. Exactement. Donc c'est pour ça ces techniques d'intelligence artificielle nous a permis de mieux remédier au manque de datasets, quel que soit pour la tumeur cérébrale. C'était le cas, malgré on avait accès à un dataset, je dirais, limité, mais quel que soit, dans ce cas, c'était insuffisant. Donc, pour l'entraînement des modèles, toujours on fait appel aux techniques de data augmentation et même récemment, donc, de génération de données synthétiques et pour l'enrichissement du modèle. Alors, question très naïve, comment rendre justement ces données accessibles? Est-ce que c'est aux hôpitaux de faire ça, de faire cette espèce de néo-GED, j'allais dire? Est-ce que c'est au ministère? Est-ce que c'est le praticien lui-même? Comment on fait ça, Jalal? Alors, c'est une très très bonne question et je voulais rebondir sur ce qu'avait dit notre doctoresse. En fait, la première des choses et la base de toute cette IA, c'est la donnée. Donc, la donnée, où est-ce qu'on va la mettre? Voilà. Où est-ce qu'on va la mettre? Donc, la première des choses, c'est qu'il faut des centres de données. Et je pense qu'en ce moment, il y a une prise de conscience vis-à-vis de l'État. Il y a eu une signature et la mise en place d'un data center gouvernemental où il va y avoir un cloud gouvernemental et un cloud public où il va y avoir du e-gov et qui dit e-gov va y avoir dire e-santé, des données qui vont être partagées et comme a dit notre docteur, la première chose à faire pour avoir cette donnée c'est la numérisation. Transformer tout ce qui est en mode manuel vers du papier, des images vers un mode numérique logique. Et donc cette néo-GED, qui c'est qui doit la faire? Alors maintenant, on a beaucoup d'acteurs en Algérie. Ce n'est pas le travail du gouvernement, c'est le travail de tous les acteurs du numérique. Les intégrateurs, les personnes qui sont dans ce domaine-là. Et il faudrait la collaboration de tout le monde pour qu'on puisse aller vers atteindre cette transformation digitale. Parce que ce qu'a dit le docteur est très intéressant. Hein. Le praticien, le médecin, il n'a pas le temps non plus de se poser. Voilà. En fait, maintenant, comme on dit, c'est pas tout le monde. Tout le monde ne peut pas faire le travail de chacun. Donc, c'est pour ça qu'il faudrait qu'il y ait une collaboration, une cohésion et surtout dire, OK, on est là pour amener notre pays vers une prochaine étape qui est la transformation. Hakim Sofi, tu voulais intervenir? Alors, je voulais intervenir sur un truc. D'abord, je vous remercie, docteur, parce que c'est vraiment une vision sur l'avenir de la santé numérique, de la santé digitale que vous nous livrez ici et qui est hyper important et félicitations pour votre travail. Sauf que de ce que je comprends, de ce que vous êtes en train de dire, c'est pas autant les centres de données, etc. Parce que bon, on n'a pas de centre de données, comment on fait? Mais on est obligé d'aller. Comment on fait? Et c'est là où se pose le vrai problème. Et là, j'en parle en tant qu'assureur santé. J'en parle parce que il y a des startups, il y a des entreprises, il y a un truc, mais il faut avoir la philosophie, il faut avoir la vision. Pour commencer dès maintenant, un data center, ça se met en place en combien de temps? 2 ans? 1 an? 2 ans? Moins. En une année, tu as un joli data center. Ok, parfait. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait pendant cette année-là? Parce que bon, chaque année appelle une autre année et on n'y arrive pas.
Ce que je pense, moi, aujourd'hui, et sur les choses sur lesquelles on est en train c'est des vraies questions de débat qu'on a, nous, en tant que société, et je vais même aller plus loin, nous, en tant que compagnie d'assurance santé de tout le secteur. Et on est en train de parler de ce qu'on appelle le dossier médical partagé. Le dossier médical partagé est hyper important pour pouvoir centraliser toutes ces données, mais que ça soit ouvert. Maintenant, il y a l'histoire de la protection des données. Exactement. L'histoire de la protection des données, c'est que effectivement, un malade n'a pas nécessairement envie de montrer à tout le monde ses pathologies. Sauf qu'il y a une solution. C'est quoi? C'est qu'on prenne ces analyses, qu'on les anonymise et qu'on les mette chacun chez soi, entre guillemets. Chacun chez soi, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que il y a une redondance. C'est que maintenant, aujourd'hui, il faut vraiment que les praticiens de la santé et que tous les acteurs de la santé se mettent autour d'une table, chacun chez eux, et dire, moi, j'utilise tel logiciel, mais que, les données, sur un vecteur centralisé qui va pouvoir être consultable. On a un gros problème, c'est que la donnée, on n'arrive pas à on le sait, mais on n'arrive pas à l'appliquer, et c'est ça la base, c'est qu'il va falloir qu'on ait des données ouvertes. Des données ouvertes qu'on va pouvoir consulter, c'est excessivement important parce que il y a une chaîne et tous les acteurs doivent communiquer à travers ces données-là. Docteur, vous vouliez répondre? C'est juste par rapport à la mise en place d'un data center. Donc, lorsqu'on parle de la numérisation, automatiquement on parle de la sécurité, la protection des données. Donc tout ça va en parallèle. Par exemple, en attendant de mettre en place un tel data center. Donc pourquoi pas définir les lois ou bien les textes qui régissent l'utilisation de l'intelligence artificielle, la conformité des données, la sécurité, la protection des données. Donc je pense ce n'est pas l'affaire que des médecins et par exemple des acteurs d'intelligence artificielle, c'est par rapport au texte juridique, par rapport... c'est un effort collectif. Hein. Exactement, donc on est tous concernés par cette approche. Très bien, vous pouvez nous dire quelques mots sur le projet sur lequel vous travaillez par rapport aux enfants atteints de trisomie? On a plusieurs projets, le but c'était de concevoir donc un système basé sur l'interaction dédié à l'apprentissage des enfants autistes en utilisant donc l'interaction gestuelle et vocale, donc la reconnaissance gestuelle et vocale. L'enfant est là devant son écran ordinateur ou bien devant sa tablette et il est en train d'interagir et de faire son exercice, donc soit de couleur ou bien suivant. Ça ne risque pas de l'isoler davantage? Bien sûr, mais on a défini une contrainte de temps, donc automatiquement l'enfant se déconnecte en cas où il n'est pas assisté par son éducatrice ou bien ses parents ou bien. Donc il y a la contrainte du temps, donc on a défini. Très bien, un laps de temps. C'est un des projets. On a d'autres projets vraiment versés IA. C'est par rapport, comme j'ai cité, par rapport à la segmentation de la tumeur cérébrale, le cancer du sein, l'estimation de la pose de la tumeur, ainsi que le fameux projet du Covid, donc la segmentation des lésions pulmonaires dues au Covid. C'est de l'application pure de l'intelligence artificielle et des modèles deep learning pour l'aide au diagnostic ainsi que la formation médicale pour les étudiants en médecine. Bravo CDTR. Bravo. Alors moi j'ai un chiffre qui m'a vraiment étonné en faisant mes recherches et là en fait, on dit qu'en 2023, l'IA a contribué à réduire les erreurs médicales de 40% dans les hôpitaux en utilisant des systèmes de diagnostic. Et là, je reviens un petit peu à ce qu'a fait et ce qu'a inventé Madame Chicou. Madame Chicou, c'est par rapport à sa bague super intelligente et qui utilise de l'IA. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'utilisation de l'IA dans le domaine du diagnostic et surtout dans votre... Et nous parler de cette mystérieuse bague. Comment ça fonctionne? En fait, c'est au niveau de la start-up Zolilet. On a plusieurs solutions. Parmi les solutions, c'est Zoliglucel qui nous permet de faire suivre le diabète en temps réel et en même temps traçabilité des résultats au niveau de la plateforme. Et afin d'éviter les pics généralement
généralement, on a des risques d'avoir d'autres maladies. Afin d'éviter tout ça, on a réalisé un petit device sous forme de bague qui permet de suivre le diabète. Alors c'est quoi? C'est un glucomètre réduit? Comment ça fonctionne? Donc c'est à travers la circulation sanguine. La circulation sanguine, très bien. Donc c'est à travers ça qu'on peut suivre le diabète. Et en même temps, on a donc une suite après. Elle est au niveau de test. C'est de remplacer tout simplement l'insuline et de faire le corps de l'être humain reproduire l'insuline comme si une personne normale non diabétique. Comment ça fonctionne? Là, je suis super intrigué. Sous forme, on a réalisé une puce, mais elle est encore au stade expérimental. Oui, donc permet de faire le corps de l'être humain reproduire l'insuline. C'est impressionnant, Salim. Justement, ce genre de test d'expérimentation, donc là vous êtes accompagné sûrement de spécialistes? Oui, donc avec premièrement des médecins, au niveau des hôpitaux et des cliniques. Et avant ça, donc on teste sur les animaux, donc spécialement les souris, les souris diabétiques, de tester la fiabilité. Et il y a des solutions, des outils, donc plus précisément de tests afin de tester la performance. Justement, pour pousser le corps humain à refabriquer de l'insuline, est-ce que c'est un stimuli? Donc c'est quelque chose qui va stimuler des zones bien précises ou bien comment ça fonctionne? Oui, c'est à travers cette puce-là ou bien ce protéine artificielle, on peut faire une petite opération chirurgicale. Donc on va injecter quelque chose. Voilà. Il va y avoir, ça veut dire dans le corps, il va être comme une puce pour pour le cœur, etc. Les pacemakers. Ouais. D'accord, ok. Et l'IA serait un appoint de quelle manière pour vos projets? Donc l'IA, pour moi, elle joue un rôle très important. Donc au niveau de ma start-up, on a plusieurs départements de diagnostic. On a des solutions qui permettent de faire un diagnostic de différentes maladies. Un département comme elle a dit la collègue, donc on peut faire administrer et automatiser les tâches administratives médicales. Faire passer des résultats médicaux, etc. Tout le côté rébarbatif de la médecine, en fait. L'analyse et ce que cherche notre collègue ici qui cherche à traduire et surtout à analyser ça va décharger les médecins de ça, justement. Ouais. Et en même temps, c'est récemment le département de traitement. Jalal. Je voulais juste savoir, est-ce que vous avez déposé des brevets pour ça? Oui, au niveau de United States of Patent and Trade Makers, ici on a des labels projets innovants et voilà. Donc c'est bien d'aller à l'assaut de la planète comme ça. Je trouve ça absolument ambitieux et franchement j'encourage. On s'intéresse tout de suite maintenant à un autre domaine que l'IA impacte et pas qu'un peu. Et il s'agit bien évidemment de l'architecture. Pour en parler à un habitué de l'émission, Monsieur Akli Amrouche, qui a un CV aussi long qu'un jour d'Armdan et qui va nous parler de sa propre intelligence artificielle. Moi, je me fais tout petit par rapport à ce qui vient d'être dit. Madame B, comme t'accélères, parce qu'on commence à avoir besoin. On aura besoin de vos outils. Donc, on attend avec impatience et bravo sur ce que vous faites. Bon, nous, l'architecture, qui est le premier des arts, tout à fait. Maintenant, est pas concurrencé, mais disons que c'est le premier art qui fait l'objet de beaucoup d'intelligence artificielle qui sortent de jour en jour et de plus en plus performants. Beaucoup se posent la question, les gens sont un peu perplexes, les jeunes étudiants en architecture, mais même les jeunes professionnels. Alors, je parle pas des anciens, parce que les anciens commencent à être dépassés aussi, quelque part, avec ces outils et la vitesse avec lesquelles les choses s'enchaînent. Moi, je pense que j'ai une idée, enfin, j'ai ma vision assez claire là-dessus. Je pense que
L'IA est là. Aujourd'hui, ça fait 1 an et demi à peine que ça a commencé. Que ça s'est démocratisé, mais ça existe depuis 20 ans. Que ça s'est vulgarisé. Oui, tout à fait. Ça fait 1 an et demi qu'on commence à la voir partout. Et on voit des progrès de jour en jour. Mais il y a des subtilités que l'IA, je pense, n'est pas encore capable de faire. Vous savez, l'architecture, c'est d'abord bâtir le vide. En fait, il n'y a pas que la matérialité dans l'architecture, mais il y a aussi tout l'aspect immatériel, on va dire, l'aspect. Ce matin, pas plus tard que ce matin, on parlait à Tizi Ouzou avec les architectes et on parlait justement d'architecture locale, d'identité locale, d'identité de l'architecture, etc. L'architecture, c'est beaucoup plus que la matérialité. L'architecture, c'est un peu l'aspect spatial qui est très important, l'aspect articulation spatiale. Tridimensionnelle. Tout ce qui est sensation, donc les 5 sens, l'ouïe, l'odorat, et puis le vécu. Il n'y a pas que le visuel, au fait. L'architecture, c'est beaucoup la mémoire, etc. Tout ce qui l'urbanité, tout ce qui a trait au patrimoine, même le culinaire, même le goût. Je veux dire, c'est toujours une scénographie particulière. Et ça, je pense que l'IA, n'est pas encore capable de rendre. En tout cas, aujourd'hui. Donc, il y a encore de l'avenir pour les architectes, je les rassure. Par contre, l'IA, elle aide beaucoup sur la phase conception, par exemple. Elle permet de vous donner des idées que peut-être vous n'aurez jamais eues. Mais est-ce que ce ne serait pas un risque, justement, c'est bien d'évoquer cette histoire d'idées, est-ce qu'on ne risque pas à terme une espèce d'uniformisation, de se retrouver avec les mêmes maisons, les mêmes idées, la même logique? Ça existe déjà, par exemple, dans le journalisme, on se retrouve avec des articles qui se ressemblent. Ouais. Le risque avec l'architecture, vous savez, l'architecture, elle s'expose. Et donc, si elle est rejetée par les utilisateurs, vous n'irez pas très loin. Et il y avait un prof, c'était mon prof d'atelier, qui nous disait que, contrairement aux médecins qui enterrent leurs erreurs, nous, les architectes, on les expose. Donc c'est joli. On n'a pas très jolie formule. On n'a pas le droit d'exposer des erreurs, on va dire ça comme ça. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes architectes qui se testent un peu à devenir prompt engineer en architecture. Qui essaye de concevoir avec un texte un bâtiment à la Zaha Hadid ou à la Frank Gehry ou à Richard Meyer, etc. Et c'est vrai que ça reste après, c'est des copies, on voit bien que c'est pas authentique. Alors il y en a d'autres qui veulent adopter leur style et ils se font aider par l'intelligence artificielle. J'ai vu ça pas mal. On voit beaucoup de choses qui se passent. Un architecte peut-être qui est médiocre, qui n'est pas très doué, il demande à l'intelligence artificielle de l'aider à trouver un style d'architecture qui ressemble à plusieurs bâtiments ou quelque chose comme ça. Ça peut aider. En tout cas, ça peut aider, donner des idées, et puis après, il faut s'exercer. Mais l'architecture, c'est pas juste ça. C'est pas juste les idées. C'est pas juste le dessin extraordinaire. C'est beaucoup de rigueur, c'est beaucoup de travail. C'est des plans, c'est des solutions. L'IA peut venir parce que c'est de la data finalement. C'est quand aujourd'hui, avant c'était le rapido avec le truc à gratter, le rotring, etc. Les charrettes. Bon, les charrettes, ça va pas changer. Mais le rotring aussi. Le rotring, on le voit de moins en moins malheureusement. Mais il avait son charme. Il avait son charme. Les jeunes d'aujourd'hui ne pourront pas comprendre. Mais bon, le fait de s'aider avec l'intelligence artificielle ne va pas tout régler, mais il va aider à peut-être améliorer la cohérence des données qu'on a. Alors c'est un atout, si je comprends bien. C'est un atout pour les bons architectes, pour les créatifs. Ils iront plus vite. Et ça va être une source d'obsolescence accélérée pour les médiocres. Ouais. Voilà. Alors au fait, on parlait déjà depuis quelques années, ça fait une quinzaine d'années ou plus, sur les Building Information Modeling, on parlait sur les Smart Cities, on parlait sur pas mal de sujets qui sont un peu... c'est un peu de l'intelligence artificielle aussi, quand vous organisez votre bâtiment, les gémeaux numériques. Ça, on connaît depuis très longtemps.
et les architectes connaissent un peu ces procédures. Ils étaient confinés dans une bulle d'experts, on va dire, spécialistes des BIM. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, il y a des startups qui nous proposent à des coûts modiques de transformer nos plans inertes en plans intelligents en quelques heures, peut-être quelques minutes. Et ça démocratise un peu les méthodologies de travail. Alors, brièvement, le BIM, qu'est-ce que c'est? Alors, le BIM, en fait, c'est la maquette numérique qui permet à tous les spécialistes, parce qu'il n'y a pas que l'architecte, il y a les ingénieurs, ceux qui s'occupent de l'électricité, de la plomberie, des clims, etc. En fait, il permet à tous les acteurs autour du projet de travailler sur une seule et même maquette numérique en temps réel, et pour gagner du temps. Et par la suite, on détecte un peu les anomalies, les problèmes. L'IA aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle permet avec toutes ces données? Parce que c'est du pain béni pour une intelligence artificielle, toutes ces données. Il permet peut-être d'organiser, de rendre des statistiques, et aussi de peut-être, à l'avenir, et ça va venir, je pense que ça commence, à informer le maître d'œuvre ou l'architecte des défauts qui peuvent sauter à ses yeux, quoi. Donc il peut par exemple vous dire que là vous n'avez pas respecté la norme pour les personnes à mobilité réduite, ou bien le positionnement d'une tuyauterie particulière, ou d'une climatisation qui ne fonctionne pas très bien, qui n'est pas optimale. Il peut vous aider aussi pour l'exploitation. Et ça, le gros domaine, je pense, qui va être super intéressant pour le développement de l'intelligence artificielle, ce n'est pas tant dans la conception ou dans l'étude d'architecture technique, ça va aider bien sûr, mais je pense que ça va être beaucoup plus sur la partie exploitation des bâtiments. C'est parce qu'au fait, vous consommez plus de ressources après avoir livré le bâtiment. Donc c'est plus de 70% du coût au fait global du bâtiment. Parce que quand on raisonne en coût global, c'est pas juste la partie étude et construction, mais c'est toute la durée de vie du bâtiment. En parlant d'IA, est-ce que tu peux nous parler de la tienne? Bon, l'idée, moi, ça fait 20 ans que je fais ce que je fais. J'édite des bouquins, des revues, donc j'ai pas mal de données stockées chez moi. Et l'idée, c'est d'en faire profiter un maximum de monde. Donc cette base de données, l'idée, c'est que c'est un peu un chat GPT, c'est ça, on a réfléchi tout de suite, un chat GPT spécialisé, on va dire, en architecture, en urbanisme et dans le domaine de la construction. C'est vrai que c'est beaucoup de travail, mais ce qui nous aide aussi, c'est le capital que nous avons. Et on essaye justement, on a déjà développé une petite intelligence qui a fonctionné un temps, mais qui est aujourd'hui complètement dépassée. Et on parle de mois, hein. C'est-à-dire qu'en quelques mois, il y a eu les mêmes choses qui se sont déployées un peu partout. Tout le monde fait la même chose, les chats PDF, les machins, les trucs. Et donc la recherche aujourd'hui est de plus en plus facilitée. Donc là, on est en train d'essayer de chercher comment déjà sécuriser nos données. On ne veut pas que les IA les récupèrent pour que tout le monde les utilise. C'est normal, hein, si on fait du business, c'est pas ça fait 20 ans que tu... Voilà, donc on va pas tout dévoiler comme ça sans être sûr que les données soient protégées. Et malheureusement, on ne maîtrise pas encore les sources de ces intelligences, et comment est-ce qu'on peut nous-mêmes développer notre... Moi, je vois que par exemple les Français viennent de sortir Mistral très récemment, donc c'est leur intelligence artificielle. Quand est-ce qu'on aura notre intelligence algérienne, notre intelligence artificielle? Peut-être les spécialistes vont nous le dire. Allez, on va s'intéresser maintenant à un autre domaine d'activité, le nerf de la guerre, l'argent et donc l'économie. Salim. Merci Reda de nous donner la parole. Donc moi aujourd'hui, là, j'aimerais bien écouter ce grand vulgarisateur de la tech en général et pour l'insurtech en particulier, Monsieur Hakim Soufi. Non mais quand même. Ouais, je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux. Moi, généralement, quand tu commences par un compliment comme ça, ouais, c'est que ça va y aller franco. Ouais. Exactement. Aujourd'hui, Hakim, en 2024, 31% des entreprises qui sont dans ton cœur d'activité, donc dans les assurances, commencent à exploiter l'IA justement pour en faire des, comment on appelle ça, des offres personnalisées. Ouais. Comment aujourd'hui, dans ton entreprise, aujourd'hui ton entreprise, est-ce qu'elle parvient à redéfinir justement ces standards de l'assurance, d'accord, en anticipant les risques, en détectant les fraudes et en personnalisant
des offres grâce à l'IA. Alors, merci beaucoup d'avoir l'idée de dire que Maservi est en train de prendre de prendre le virage pas le virage numérique, parce que le virage numérique on n'en parle plus. En tout cas, en ce qui me concerne, je considère qu'il ne faut plus en parler, et ça serait vulgaire d'en parler, parce que c'est quelque chose qui aurait dû être terminé depuis très longtemps. Avec l'apparition de l'intelligence artificielle, on parle bien d'autre chose. Maintenant, si tu veux parler du rôle de l'IA dans les compagnies d'assurance, il est riche. Enfin, le rôle est excessivement important pour les années à venir et même actuellement, mais il se base sur plusieurs éléments. Et en fait, il n'y a pas que l'automatisation, il n'y a pas que ce que tu viens de citer. Il y a l'automatisation, c'est-à-dire l'optimisation des processus en interne. Il y a l'exploitation des données pour une assurance sur mesure, donc c'est du tailor-made. Il y a du prédictif, il y a de la lutte contre la fraude, il y a le service client. Et là, il y a une super anecdote qu'il faut que je crois que tu connais, c'est celle de San Francisco, où il y a eu depuis quelques jours, depuis près d'une semaine, il y a des billboards qui sont en train de sortir un peu partout dans la ville avec un numéro de téléphone, et sans dire quoi que ce soit. Et en fait, les gens s'amusent à appeler, et c'est une intelligence artificielle qui te répond pour te dire, écoutez, on est là à vous faire votre service client. C'est un truc de fou. Il y a les traitements des réclamations, il y a l'indemnisation des sinistres, et tous ces éléments-là concourent au fait qu'une compagnie d'assurance aujourd'hui peut utiliser et optimiser ses ressources et gagner de l'argent et faire des économies et améliorer l'expérience client en utilisant ce type de technologie. En ce qui nous concerne, on commence très modestement, mais on a été les premiers et on est les seuls à le faire aujourd'hui, il faut le dire. Alhamdulillah, Allah yibqa yisro. On a une intelligence artificielle qu'on a gentiment appelée Hayat. Dans le cadre, par exemple, des sinistres, vous avez un sinistre, vous ne savez pas quoi faire parce que peut-être que l'opérateur en agence ne vous en a pas parlé. Eh bien, Hayat est là pour vous répondre. Vous avez besoin d'un numéro de téléphone au sein de Maservi parce que vous ne savez pas comment les contacter. C'est Hayat qui va s'en occuper. Et il y a des upgrades. Là, aujourd'hui, elle parle français. Demain, elle va parler en arabe, elle va parler en italien, elle va avancer au fur et à mesure, et elle va parler d'Erja aussi. Donc, l'idée en fait, c'est de dire qu'une intelligence artificielle est là pour porter l'exigence de modernisation d'une compagnie, que ce soit nous, que ce soit les autres. Il n'y a pas que nous, on est 8 compagnies d'assurance de personnes, les 8 compagnies sont en train de se digitaliser, un jour c'est nous, demain c'est eux, et ça avance. Aujourd'hui, on n'a pas un plan national. Aujourd'hui, on n'a pas un plan national d'intelligence artificielle. Donc tout le monde fait un peu ce qu'on est capable de faire avec les outils qu'on a. Aujourd'hui, il y a une réglementation sur la protection des données. Il va falloir faire attention. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est là pour promouvoir une forme de réactivité et de customisation de la relation client entre la compagnie d'assurance et sa clientèle. C'est la façade, c'est la vitrine. Demain, ça va être des intelligences artificielles qu'on appelle agentiques, c'est-à-dire ça va être des agents autonomes qui vont pouvoir prendre en charge les demandes, les doléances des clients et même les processus en interne, c'est-à-dire l'automatisation des paiements, ça veut dire la programmation des dossiers sinistres, ça veut dire le traitement de lutte contre la fraude. On va voir si par exemple tel document a été altéré ou tel document a été envoyé à la bonne personne, tel virement va être fait à la Exactement. Donc, l'intelligence artificielle, c'est une sorte de noyau technologique qui fédère l'ensemble des services. Maintenant, attention, je tiens à vous prévenir sur quelque chose. Faites très attention à une chose. Ne pas croire que l'intelligence artificielle va tout régler. C'est faux. L'intelligence artificielle, encore une fois, je vous dis, elle donne de la force, elle optimise les process. Simplement, n'oubliez pas qu'il faut lutter contre l'électronisme. Il va falloir lutter contre le fait qu'il y a des gens qui sont en marge de ce genre de technologie, donc il faut garder la relation humaine. Et en fait, la vérité, vous savez, on en parlait tout à l'heure, Ça veut dire que les agences ne vont pas disparaître demain. Mais ils ne peuvent pas disparaître. Vous savez, il faut de tout pour faire un monde. Siècle, vous nous avez parlé de l'architecture, c'est un tout. L'assurance, c'est un tout. Tous les métiers, c'est un. Aujourd'hui, il y a une mode. Il y a ce qu'on appelle une hype, l'intelligence artificielle.
Sauf que on a oublié, on a tendance. C'est un peu plus qu'une hype quand même, Hakim. C'est une vraie révolution à laquelle on est en train d'assister. Quand je vous dis c'est une hype, en place et en cause notre mode de vie. Quand je vous dis c'est une hype, je sais ce que je dis, c'est quoi? C'est une hype dans le marketing qui est fait. Tout le monde dit on s'est vendu. Voilà. Mais c'est une réelle avancée technologique, humaine, c'est une quatrième sociale, révolution. Voilà. C'est une quatrième révolution industrielle. Tout à fait. Et c'est un privilège que d'assister à cette upgrade de toute l'humanité dans tous les secteurs, puisque l'IA aujourd'hui, elle est transversale, elle touche tous les secteurs. Sauf que quand je vous dis que c'est une hype, dans quel sens? C'est qu'on a oublié l'humain. On est en train d'oublier l'humain. Ce qu'il y a de plus inquiétant, c'est qu'on utilise des intelligences artificielles qui ne sont pas les nôtres et qui sont nourries par une culture occidentale. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut absolument que l'Algérie ou tous les pays du Sud, on va dire, il faut que chacun développe son intelligence artificielle quelque part, et avec ses valeurs, avec sa culture, avec son patrimoine matériel, immatériel. Alors, moi, je pense que c'est voilà, il faut encourager nos jeunes à aller dans ce sens. Alors sur ce volet-là, il y a un truc qui est très intéressant et tu viens de donner un élément qui est super important. Tu sais, aujourd'hui, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il y avait Winston Churchill qui avait dit un rideau de fer est tombé sur le monde. On avait l'Ouest et l'Est. On est d'accord. Aujourd'hui, c'était ce qu'on appelle la bipolarisation du monde. Aujourd'hui, c'est exactement ce qui est en train de se passer, sauf que tu as l'Ouest qui est en train de monter, parce qu'en termes d'intelligence artificielle, qu'on le veuille ou non, la première puissance mondiale dans le domaine de l'intelligence artificielle, c'est les États-Unis. En termes de patents, en termes de comment on dit patents brevet. En termes de brevets, c'est la Chine qui vient de dépasser tout le monde. En termes de prototypes. En termes de prototypes aussi, etc. Donc tu as d'un côté, tu as les États-Unis qui sont en train de faire des choses incroyables. Tu as avec un minimum de protection de données, etc. Et c'est les géants du numérique. C'est les fameux GAFAM de Google, Alphabet, Facebook, Apple, Microsoft. Et tu as de l'autre côté les BATX. Baidu, c'est les Asiatiques. Tu as Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi. D'accord? Avec tous les autres qui viennent avec. Au milieu, tu as quoi? Tu as l'Europe qui légifère. Tu as l'Europe qui légifère avec un travail qui est quand même relativement fantastique de Thierry Breton. Et je vous invite à lire, à analyser un truc. C'est qu'il y a maintenant des enjeux géopolitiques par rapport à l'intelligence artificielle. Et ces enjeux géopolitiques, je vous invite à lire un bouquin, ça s'appelle Technopolitique, c'est celui de Asma Mhalla, qui est fantastique en termes de compréhension de l'usage qui est fait de l'intelligence artificielle de manière supranationale. Et il y va de la souveraineté aussi du pays. Lina, qui n'a pas encore posé de question. Alors, avant de te poser une question, on parle d'IA depuis tout à l'heure. J'aimerais déjà dire que l'IA est aujourd'hui aussi au service de l'environnement et du développement durable. Elle nous aide énormément aujourd'hui afin de faire des études. On a aussi le fameux Digital Twin qui nous aide à visualiser nos plans d'action avant de les appliquer. On a aussi, il nous aide à effectuer un bilan carbone, notamment pour les émissions indirectes des entreprises liées à leurs fournisseurs, à leurs partenaires. Alors, est-ce que tu peux expliquer ça à nos auditeurs? Comment ça fonctionne? Donc déjà, pour un bilan carbone, nous avons les émissions directes, indirectes d'une entreprise. On a les émissions qui sont liées à l'énergie. Et pour les émissions indirectes, nous avons 15 catégories. Donc la plupart, c'est des émissions qui sont liées aux fournisseurs, aux partenaires de l'entreprise, au trajet des employés et tout. Donc l'IA, il y a une IA qui peut justement collecter ces données. Donc la partie la plus compliquée, c'est vraiment la récolte des données. L'IA aujourd'hui peut les récolter. On a aussi pour le bilan carbone les facteurs d'émission. Donc il y a des facteurs d'émission propres à chaque produit, à chaque carburant, à chaque énergie. Et c'est des bases et des bases et des bases de données. Ce que peut faire l'IA aujourd'hui, c'est qu'elle peut collecter un peu ces données un peu partout dans le monde et nous dire laquelle elle est plus compatible avec notre pays. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore de base de données de facteurs d'émission propre à l'Algérie et qui est surtout reconnue. Alors parce que apparemment l'Algérien a été un peu paresseux, on l'a pas encore fait. Après c'est assez compliqué à faire. À mettre en place. Exactement, à mettre en place et pour que ça soit aussi reconnu à l'international. Parce qu'aujourd'hui un bilan carbone d'une entreprise, il doit être aussi reconnu à l'international parce que déjà il y a des taxes que par exemple l'Europe a imposées ici en Algérie. Il n'y a pas encore de taxes algériennes. Qu'allons-nous faire avec des facteurs d'émission qui ne sont pas reconnus? Ça a été déjà fait. Et ce bilan carbone a été annulé ou bien non accepté au niveau des États-Unis. Donc voilà, et aussi le Digital Twin. Une fois qu'on a fait par exemple notre bilan carbone, notre analyse de cycle de vie, on a envie de faire un plan d'action, mais on ne sait pas
on peut savoir, mais afin d'être plus sûr que ce plan d'action, il va être efficace, qu'on va vraiment réduire nos émissions de CO2, notre impact environnemental, est-ce qu'on a bien implémenté notre plan de gestion des déchets, on peut justement avoir recours au Digital Twin, qui lui, on va visualiser, ça va être un gain de temps, de coût et surtout d'efficacité. Alors, il nous reste un petit quart d'heure d'émission, c'est l'heure de faire un bilan. Alors, où est-ce qu'on en est et quelles sont nos perspectives, Salim? Pour ma part, le bilan, moi je pense qu'on est encore au début. On est encore au début, il y a beaucoup de chemin à faire, d'accord? Pour la simple et bonne raison, on en a cité tout à l'heure, donc on a besoin de beaucoup, justement, de moyens à mettre en place. Ça commence. Je pense que la motivation est là, mais on a besoin de data center, on a besoin de créer nos propres données, on a besoin d'encourager, de mettre en avant un petit peu toutes les startups et tous les acteurs. De donner plus de moyens au CDTA, exactement, notamment. Et surtout, aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est de pouvoir publier tout ça, tout ce qui est en train de se faire. On a une absence de visibilité sur ce qui se fait. Moi, ça, c'est un truc qui me dérange le plus. Donc, par exemple, moi, je ne sais pas le CDTA, si on ne va pas les creuser, si on n'est pas dedans, on ne sait pas quels sont les projets de recherche. Il se pourrait que moi, ou toi, ou quelqu'un d'autre travaille sur un projet en parallèle, alors qu'on est en train de faire des doublons. Alors qu'il faudrait peut-être une cohésion aujourd'hui, peut-être un renforcement des efforts pour pouvoir justement faire sortir aujourd'hui des licornes et faire de l'Algérie peut-être demain un des fournisseurs d'Afrique, des premiers fournisseurs d'Afrique de solutions innovantes en intelligence artificielle. Parce que les compétences, elles y sont. Vous en pensez quoi, docteur ? Par rapport à l'intelligence artificielle et son application au domaine surtout de la santé en Algérie, n'en parlons pas de la numérisation, de la définition des lois qui régissent l'utilisation de l'AIA, mais pour le domaine de la pratique médicale, ça serait, je propose, ou bien ça serait très très intéressant d'insérer des modules donc d'intelligence artificielle technique dans la formation médicale. Dans le cursus carrément. L'idéal, parce que au niveau mondial, ça n'existe pas. À ma connaissance, il y a que les universités canadiennes qui ont proposé une spécialité médico-technique. Pour nous, pourquoi pas commencer par insérer des modules pareils, donc dans la formation médicale. Comme ça, le médecin comprendra mieux, il est mieux placé pour exploiter et interpréter et bien comprendre comment l'IA fonctionne et comment elle est arrivée au stade de diagnostic et de proposition de processus de traitement personnalisé. Donc pour moi, le futur de l'IA donc dans la pratique médicale, c'est de l'insérer dans la formation comme première étape. C'est-à-dire que ce n'est plus un gadget, ce n'est plus superfétatoire, on doit faire avec. Oui, c'est, je dirais, un outil d'aide à la formation, d'aide à la pratique médicale en général. Bien sûr, je ne suis pas là pour, soi-disant, encourager et remplacer nos experts ou bien nos docteurs par l'intelligence artificielle, mais je suis pour la solution de proposer des systèmes qui aident et qui, je dirais, optimise les tâches, soit administratives. Comme ça, nos professionnels de santé consacreront plus de temps à l'interaction avec les patients et bien sûr à d'autres tâches plus complexes, cliniques, d'intervention ou bien de... Très bien. Ekli, même question. La corporation des architectes, je dirais qu'elle est très très connectée, elle est très enthousiaste avec tout ce qui se passe. Les architectes curieuses, les architectes utilisent beaucoup les moyens technologiques, les logiciels, malheureusement la plupart piratés. Ça c'est un autre problème. Mais disons que surtout les jeunes, ils s'intéressent énormément, donc ils sont bien formés et ils sont aptes à aller de l'avant. Je pense pour essayer de trouver des mécanismes ou des solutions intelligentes pour gérer leur bâtiment ou gérer carrément les smart cities. Mais bon, on a beaucoup de chemin à faire parce que en question numérique, je trouve que l'Algérie est encore en retard parce que je sens qu'il y a quand même une fracture. C'est que
On n'est pas tous au même niveau et d'utilisation de ces moyens technologiques. Il faut du temps, il faut du temps, et puis bien sûr qu'il faut une élite qui mette en route des choses importantes, comme que je disais tout à l'heure, l'intelligence artificielle algérienne, purement algérienne. Je pense qu'elle doit être développée avec nos valeurs, avec notre culture. Est-ce que on aurait les moyens de rivaliser justement avec les GAFAM que citait Hakim tout à l'heure, parce que ça demande des moyens aussi. Ouais, ça demande des moyens. Je pense que si on veut, hein, c'est au niveau politique que ça se passe. Hein. On peut rivaliser avec OpenAI sans souci. Ah ouais, ce qu'on vient d'écouter tout à l'heure avec l'histoire de la bague, la start-up qu'on vient d'écouter, c'est franchement magnifique s'ils arrivent aux résultats qu'ils veulent. Si on met les moyens, il y a déjà beaucoup d'encouragement hein, pour les jeunes start-up, etc. Si on met plus de moyens et qu'on suit un peu des licornes, peut-être qu'on y arrivera. Hakim Soufi, pour le mot de la fin. Je vais vous expliquer je vais me permettre de vous expliquer. La vision politique, on la sent, elle est palpable. Et je vais vous dire quelque chose, hein, au risque de vous choquer ou pas. Jamais, je dis bien jamais, les planètes n'ont été aussi bien alignées en Algérie sur ce volet-là. La problématique, c'est qu'on a la vision, elle n'est pas encore très claire. Où est-ce qu'on veut arriver? Tu as dit tout à l'heure avoir OpenAI, avoir un géant du numérique, etc. Sauf que je tiens à te prévenir une chose. Facebook, Alibaba, etc. Ils ont commencé avec quoi? Ils ont commencé avec la commande publique. Avec la commande publique. C'est-à-dire qu'ils les ont pris, ils leur ont dit, écoutez, on a un problème, il va falloir qu'on vous prenne et il va falloir qu'on trace un chemin ensemble. Ce que je veux te dire par là, c'est qu'aujourd'hui, nous, dans le domaine qui est le nôtre, le domaine financier, aujourd'hui, on a la nouvelle loi sur les assurances qui arrive. Ok? La nouvelle loi sur les assurances qui arrive est une loi qui va nous permettre d'intégrer l'intelligence artificielle, etc. C'est pas la loi qui le dit, c'est le fait d'intégrer les insurtech. Quand je lis aujourd'hui les interviews de notre ministre des Finances, notamment dans le Middle East Insurance Review, où il leur dit « Nous allons intégrer de manière très franche et sincère des compagnies insurtech à des niveaux de capital ou à niveau de capitalisation qui vont permettre aux startups d'arriver et de se lancer sur le marché. Et regarde, moi je te dis la vérité, je suis vraiment, vraiment très optimiste. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a des grosses sociétés d'assurance qui sont là, qui vont avoir de la concurrence avec les insurtech qui vont être lancés. Je pense que c'est très sincèrement, je pense que c'est que du bonheur. Et la conclusion par notre Salim Sherfaoui national. Alors, pour conclure, moi je dirais qu'aujourd'hui donc l'IA est clairement dans toutes les disciplines, donc c'est interdisciplinaire, on est dans on la retrouve un peu partout. Que le chemin ne peut pas être forcément aussi lent. Donc après, les experts pourront confirmer ou pas, parce qu'aujourd'hui, l'IA peut prendre des raccourcis et on peut rattraper un retard, si on peut parler de retard. Donc notre pays a un coup à jouer, clairement. Exactement. Avec ces jeunes, avec ces entreprises publiques et surtout comme privées. Je vais vous dire un truc, il faut lancer l'idée d'un projet national qui soit au service de la nation. Il nous faut un ciment, une vision qui est un ciment de la nation. Et on arrive à la fin de cette émission avec cette très très belle conclusion. Merci beaucoup à vous tous d'avoir répondu à l'invitation de Médiatique. Quant à toi qui m'écoutes et que je tutoie, si tu vagabondes sur les ondes, ramène du monde et à jeudi prochain.